Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Barkhane. On en parlait depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, l'opération Barkhane dans son schéma actuel est bientôt terminée. Lors d'une conférence de presse à l'Elysée, en présence de Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, de Nana Akufo-Addo, président du Ghana et de la CEDEAO, et Charles Michel, président du Conseil européen, Emmanuel Macron a annoncé le retrait des forces françaises du Mali. 9 ans après l'arrivée, sur demande de l'État malien, des militaires français au Sahel, le président de la République a commencé par déclarer qu'en raison de multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l'opération française et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel au Mali et ont donc décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations et de conclure « Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. » Fin de citation. Ce désengagement, notamment de la plus grande base militaire au Sahel, Gao, devrait s'étaler sur une durée comprise entre 4 à 6 mois. Cependant, ce départ ne signifie pas la fin de la présence française dans la sous-région. Le Niger, avec sa base de Niamey, reste pour le moment un allié fiable. D'autres alliés historiques devraient voir leur partenariat avec les militaires français s'accroître de manière significative. Ce devrait être le cas notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Gendarmerie nationale. L'hypothèse d'un engagement de haute intensité, bien connue des forces armées sous la direction du général Burkhardt, fait des émules chez les gendarmes. C'est le général de brigade Christophe Daniel, chargé de mission auprès du directeur des opérations et de l'emploi, qui l'a rappelé lors d'une audition devant les parlementaires, précisant que les gendarmes doivent être capables de s'intégrer dans un environnement interarmé comme lors de projections de plusieurs mois en opération extérieure, et ce, dans les mêmes conditions que leurs camarades des armées, et d'insister sur la nécessité d'être, je cite, aguerri, robuste et capable de mettre en œuvre des schémas tactiques. Cette remilitarisation se concentre pour le moment sur les unités de première intervention, à savoir les PSIG, qui devraient voir une augmentation et une modernisation de leurs équipements, ainsi que le remplacement progressif des 3000 gendarmes adjoints volontaires affectés dans ces unités par des sous-officiers. Cette professionnalisation passe aussi par des entraînements de plus en plus fréquents avec les militaires, pour apprendre à manœuvrer sous le feu afin d'être plus à même de se défendre et neutraliser celui qui veut tuer quelqu'un, a encore précisé le général. Fin janvier, c'est au 3e régiment du génie que les gendarmes ont pu s'entraîner au franchissement vertical et à la sensibilisation sur les pièges et explosifs utilisés en zone urbaine et régulièrement rencontrés en OPEX. En Haute-Savoie, c'est au 27e bataillon de chasseurs alpins que le PSIG d'Annecy a participé avec les militaires à des exercices de combat de haute intensité. Nous sommes heureux de cette innovation, a déclaré le directeur général de la Gendarmerie nationale il y a quelques mois, et d'insister sur la nécessité, je cite, d'aller faire du combat avec les gens qui savent ce que c'est. Marine. Le 1er février, le constructeur américain Huntington Ingalls Industries a annoncé avoir terminé les essais de validation de l'USS Fort Lauderdale. Ce 12e transport de chalands de débarquement, long de 208 mètres et large de 31 mètres, annonce un déplacement de 25 000 tonnes. D'un design plus simplifié que ses prédécesseurs, il garde, pour des raisons de coût, la même coque, mais perd les mâts intégrés au profit d'une mâture classique. Côté infrastructure, il bénéficiera d'une nouvelle adaptation de son hôpital embarqué et de sa capacité d'accueil aéronautique. Concrètement, le nouveau TCD et son équipage de 380 marins seront capables d'accueillir 500 à 650 Marines, 2 M22 Osprey et 2 engins de débarquement sur coussin d'air LCAC ou un chaland de débarquement LCU. Comme les autres bâtiments de la classe San Antonio, l'USS Fort Lauderdale sera armé de 2 systèmes surface-air RAM, 2 canons de 30 mm et de l'artillerie légère. Ces TCD vont remplacer progressivement les anciens chalands de type White Bay Island et Harper's Ferry, dont certains sont à la mer depuis 1985. Police nationale. Le lundi 14 février, à la gare du Nord à Paris, des policiers de la brigade des réseaux ferroviaires ont ouvert le feu sur un individu armé d'un couteau. Il était alors 7h du matin au moment des faits quand un jeune homme s'est approché d'une patrouille de police dans le but avéré d'agresser les membres des forces de l'ordre. Malgré leurs injonctions, Stéphane B, c'est son nom, a refusé d'obtempérer et continué de s'approcher des policiers. L'un d'eux a alors fait usage de son arme. Malgré l'intervention des services de secours, l'individu n'a pas survécu à ses blessures.
L'assaillant, originaire de Belfort, avait déclaré début janvier sur Twitter, je cite, « Que vous le vouliez ou non, j'ai le droit légal de tuer des policiers français ». Sur la lame de 30 cm de son couteau était d'ailleurs gravé « ACAB, All Cop are Bastard », tous les flics sont des bâtards en français, une devise régulièrement utilisée par les milieux violents anarchistes. 3 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur le lieu des événements et a remis la médaille de la sécurité intérieure échelon bronze aux 3 fonctionnaires en soulignant leur bravoure face à cette attaque. Industrie. Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, le PDG d'Arcus, Emmanuel Levaché, a annoncé une reprise des activités en 2021 lors de sa présentation des résultats annuels. Le chiffre d'affaires affiche une croissance de 6% par rapport à l'année précédente pour un total de 6 millions d'euros environ. L'armée française reste son principal atout, avec notamment la fourniture des véhicules du programme Scorpion. 117 Griffons sont déjà en service et, avec ses partenaires de Thales et Nexter, l'entreprise française vient de livrer les 20 premiers Jaguars à la Direction Générale de l'Armement. Suivra sous peu la fourniture des tourellots téléopérés, celui du Jaguar, le TTOP-3, vient d'être qualifié. Cette année, Arcus devrait livrer près de 240 TTOP. Autre sujet de satisfaction, la sortie des usines de 1000 nouveaux VT4 Standard 2 et 1300 autres assemblés cette année, et l'avancée du programme VTCFS pour équiper les forces spéciales. Les véhicules de pré-série d'ailleurs ont terminé les essais internes et s'apprêtent à subir ceux de la DGA avant une validation qui pourrait intervenir avant la fin de l'année et un lancement de fabrication en 2023. Si côté français les programmes semblent bien se porter, c'est à l'international que les chiffres pêchent. En 2021, les exportations ne représentent que 68 millions d'euros. Sur ce point, Emmanuel Levaché souhaite s'implanter davantage en Europe pour diminuer la dépendance envers les clients moyen-orientaux et africains. L'entreprise française poursuit plusieurs pistes comme en République tchèque, en Estonie et en Suède, mais aussi en Grèce intéressée par le VT4 et le camion tactique VLRA, et en Roumanie prête à commander des véhicules 4x4 Sherpa. Ces pays, je cite, sont plus accessibles et plus ouverts à des partenariats industriels, a déclaré le PDG d'Arcus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.